là, c'était pas forcément. Mais par contre, ils iraient regarder derrière le replay et je pense qu'ils ont pris cette habitude aussi des webinaires qui sont faits avec Adgen, comme on les communique. À chaque fois, on communique les replays, donc faut pas s'inquiéter dans un premier temps. C'est aussi quelque chose de nouveau, je pense, quand même. Donc les gens, c'est pas encore complètement dans les mœurs, les webinaires, les gens en savent pas trop et du coup, mais bon, le principal, effectivement, c'est de voir les replays derrière. Du coup, on va attaquer puisque j'ai vu que l'enregistrement avait démarré. On va faire une entrée propre et soyez forts. Hein. Allez, bonne émission à tous. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir en ce milieu de semaine. Alors, l'heure n'est pas toujours idéale, mais je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder en replay. C'est aussi l'avantage de la technologie. Et technologie, on va en parler à fond aujourd'hui avec de vrais spécialistes. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux une petite bande-annonce façon Mission Impossible. C'est vrai que la data, c'est déjà une première chose qui est un peu compliquée pour certaines générations. Alors, quand ensuite à protéger ces datas, là, ça devient tout un autre univers. On aura un spécialiste, il est confiné, il est déconfiné maintenant à 30 ans dans l'IT, il va nous en dire plus dans quelques instants. On va déjà le saluer, Philippe Buranton. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, merci d'être présent. Cybersécurité, c'est un gros mot ou ça fait peur à tout le monde ou ça fait un petit côté espionnage industriel? Ça fait un peu tout. Alors, il ne faut pas que ça fasse trop peur. Ça fait peur un petit peu et malheureusement, c'est la réalité des choses. Mais on va essayer de vulgariser, de banaliser, d'expliquer pourquoi il faut avoir peur, mais pas trop peur non plus. Alors, il y a une autre personne qui nous accompagne, qui est devenu un spécialiste des réseaux sociaux. Il fait le lien entre tous les clubs, il essaye de trouver plein d'idées nouvelles. C'est mon camarade Adrien Janel. Salut Adrien. Bonjour à tous. Bonjour. Alors toi, la collecte des datas, ça te fait fantasmer, tu en rêves même la nuit. Mais comment protéger ces données? On a eu l'expérience il n'y a pas très longtemps d'un webinaire avec un club de l'Est de la France où on s'est retrouvé confronté à une cyberattaque. Ça va vite, ça va plus vite qu'on le pense et on pense surtout que ça n'arrive qu'aux autres. Et aujourd'hui, avec le télétravail, avec tout ce qui se passe avec les webinaires, beaucoup de partenaires n'ont pas conscience ou ne savent pas que leurs données peuvent être vraiment très vite piratées. Ça peut prendre des proportions surtout qu'on ne maîtrise pas. Nous, on l'a vécu avec un autre club sur un webinaire. Bon, il y avait une trentaine de personnes et finalement, même avec des logiciels, on dit c'est bon, on est protégé, mais finalement non. Et surtout, ça a un impact au niveau de l'image de la société, au niveau du club, et ça peut avoir un impact économique juste dramatique, quoi. Et derrière, dépôt de plainte, etc., histoire de faire le job jusqu'au bout. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est démené pour qu'il soit là, parce que son temps est ô combien précieux. Marianne Fontaine a œuvré dans l'ombre pour qu'un président de 2e division de hockey sur glace soit avec nous. Il a gagné le droit d'accéder à l'échelon supérieur avec une saison un peu tronqué sur la fin, mais qui était exemplaire jusqu'à présent. C'est bien évidemment le président du club de hockey sur glace de Reims, les Phénix, monsieur Pierre-Marie Négrier. Salut, président. Bonjour Christophe, bonjour à tous et toutes. Et je suis heureux d'être là parmi vous, même si c'est vrai que j'ai la chance en ce moment d'être professionnellement submergé de travail depuis la reprise, la sortie de confinement, et ça va durer tout l'été chez nous. Donc du coup, mais bon, voilà, du coup, c'est pas toujours évident en termes de dispo, mais je suis ravi d'être parmi vous. Alors, on en parlait hier à l'occasion d'un webinaire sur le meeting de l'heure, meeting d'athlétisme réputé, parce qu'il est 9e sur l'échiquier international, 9e rang mondial l'hiver. Et il y en avait Bernard Amsalem, ancien président de la Fédération française d'athlétisme, membre du Comité national olympique sportif français, qui convenait qu'il y avait 2 secteurs qui étaient complètement à l'arrêt encore, c'est l'événementiel et c'est le sport. Et Pierre-Marie, quand on parle de sport, on a envie de savoir quand est-ce qu'on va voir les Phénix en D2 à Reims. Est-ce que les dates sont calées? Est-ce que le calendrier est d'ores et déjà établi? Ou on est encore dans la totale incertitude? Le calendrier n'est pas encore établi. Normalement, ce qui est calé, c'est que les patinoires de la ville de Reims s'ouvrent mi-août. Donc, sauf bien sûr mauvaise surprise, deuxième vague, ou comme on peut des fois le craindre. Mais en tout cas, pour le moment, c'est calé à ce niveau-là. Et puis après, pour la reprise du club, nous, on redémarre à mi-août sur les entraînements. Et hier, on a fait l'AG de la Ligue en visio. Et dimanche, on a l'AG de la Fédé en visio. Pour le moment, ce n'est pas encore acté, mais il semblerait que les championnats qui normalement démarrent mi-septembre redémarreraient début octobre.
Histoire de se laisser un peu de marge, éviter, je pense, les redémarrages à huis clos, déjà dans un premier temps, et puis éviter aussi, on est dans un sport où il y a beaucoup de joueurs nord-américains, donc qui pour le moment ne peuvent pas rentrer sur le territoire pour faire du hockey. C'est compliqué. Il n'y a que Neymar et Thiago Silva qui ont le droit de revenir. Ouais, mais c'est des joueurs professionnels, donc on a le droit pour travailler, effectivement, mais sur les championnats comme D1, D2, où les joueurs n'ont pas forcément le statut professionnel, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, la piste de travail, c'est de préparer toujours après une cyberattaque, Philippe. Il y a un micro. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça Voilà. va bien, Philippe, on va en parler, on va s'expliquer, parce que là, il y a une cyberattaque. Pierre-Marie, juste pour faire le lien sur la petite bande annonce, je disais que toute la saison, les Phoenix étaient arc-boutés pour défendre leur cage inviolée, protéger cette donnée fondamentale qui est son but. Tu as fait le tour des popotes avec Adrien aussi, le tour des partenaires, parce que c'est incertitude sur la date de reprise. Est-ce que ça n'impacte pas l'envie des partenaires ou au contraire, ça la décupe en disant on est impatient de se retrouver? On a la chance, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font ça. Je pense que déjà, on est dynamique sur la façon dont on fait vivre le réseau de partenaires. C'est pas Eddy qui nous a rejoint et qui est partenaire du club et qui nous contredira, qui commence à nous connaître depuis quelques temps déjà. Je pense qu'Access a pu voir aussi un peu une fenêtre de ça, même s'ils nous ont rejoints plus récemment. Il y a tout le travail qui est fait avec Adjan et qui nous permet aussi d'être très dynamique par rapport à ça. Il y a tout ce que nous on fait aussi en interne dans le club. Et du coup, on a une adhésion, une réadhésion des partenaires qui est quasiment de 100% pour la saison prochaine. Ce qui, dans le contexte actuel, est, je pense, assez exceptionnel. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas dans ce cas-là. Et tu leur as annoncé une augmentation de 30%? Non, tu ne l'auras pas dit. On monte en D2, donc ce n'est pas 30%, on va beaucoup plus loin que ça. Non, après c'est vrai que c'est le fait qu'on démarre un poil plus tard, je pense que ça n'impacte pas. Normalement, c'est mi-septembre, donc ça veut dire que les matchs amicaux, on va les démarrer, au lieu de les démarrer fin août, on va les démarrer peut-être deuxième semaine de septembre, mais ça ne changera pas grand-chose finalement. Le principal, c'est que la saison puisse se tenir et dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire qu'on puisse faire nos événements partenaires et puis qu'on puisse faire aussi, qu'on puisse jouer nos matchs avec nos partenaires et pas jouer les matchs à huis clos. Et ça, c'est ce qui compte. Qu'on puisse ramener cette convivialité qu'on avait cette saison dans les meilleures conditions. Donc, que ça démarre un petit peu après ou pas, je pense que les gens, ça va pas vraiment les déranger. Alors, la richesse d'un club comme les Phoenix, ce sont aussi ses partenaires. Je pense au Champagne Arnaud Moreau, je pense à Skoda historique par rapport au hockey sur glace. Baptiste Consigny, tout le monde se régale à chaque fois. Je ne voudrais pas en oublier Manu d'Aquavilla. Mais on a élargi le territoire et tu viens d'en parler avec Access, qui est l'un des partenaires des Phoenix. La Champagne est un vaste territoire. C'est pour ça qu'on va prendre la direction de Troyes pour retrouver le DG, Philippe Duranton. Philippe, déjà, pourquoi s'associer au hockey sur glace et à un club comme celui des Phoenix? Parce que c'est important d'avoir des partenariats avec un tissu local, avec des entreprises locales sur notre région et sur notre secteur d'activité. Donc c'est important de soutenir et de participer à cette vie sportive, cette vie de dynamique d'entreprise avec des gens qui sont dans les entreprises également, parce qu'avant tout, il y a des partenaires aussi d'entreprises, comme le président, qui sont des gens avec une entreprise locale. Donc c'est une façon d'aider, de s'entraider et de participer à la vie associative et sportive dans notre région. Alors, j'avais prévu un petit fond un peu style Mission Impossible avec la cybersécurité, les cyberattaques et tout. Ça fait rêver, fantasmer en tous les cas dans pas mal de films d'espionnage. Mais Philippe, tu me disais en préparant ce petit webinaire que ça concerne en fait et les entreprises, et Pierre-Marie est concerné, mais tous les partenaires des clubs du Phoenix ou des clubs Adjan sont concernés, ainsi que les particuliers. Ce ne sont plus simplement les gros groupes qui sont victimes éventuellement de piratage. C'est même le contraire, c'est même plutôt les petites entreprises parce qu'elles sont plus vulnérables, mais moins bien protégées, elles appréhendent moins bien ce genre de choses parce qu'elles ne sont pas prévenues et en plus elles sont plus fragiles parce que les gens qui font aujourd'hui des attaques savent qu'il vaut mieux prendre
du moins demander des petites sommes d'argent à des petites entreprises, c'est plus facile de les multiplier que des grosses entreprises qui vont savoir se défendre et se protéger un peu plus que la TPE. Oui, particulier ou petite entreprise, on se dit je prends un antivirus style Norton et je suis tranquille pour l'année. Exactement, ouais, c'est ça. Ça, c'est le piège, en fait, on pense qu'on est tranquille alors que pas du tout. Ouais, on pense qu'on est tranquille, mais pas du tout, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'interactions qu'on va voir dans ce que je vais présenter, et les risques qui sont vraiment multipliés à aujourd'hui. Plus il y a de sources d'informations, plus on échange d'informations, et malheureusement, plus on s'expose à des risques de plus en plus importants et qui se multiplient. Alors, moi, j'aime bien la légitimité, et ça tombe bien quand on organise des choses avec Adrien, avec Adjan Consulting ou Adjan Formation. On s'appuie aussi sur l'avis d'experts. Toi, c'est 30 ans déjà dans le célèbre IT. Oui, tout à fait. Oui, faut pas le dire trop fort, mais oui, ça fait plus de 30 ans, oui, maintenant que j'œuvre dans l'IT. Ça fait rire Eddy, je vois sur l'écran. Mais oui, tout à fait. Donc, on a vu au fil des années, au fil des évolutions technologiques, les risques se multipliaient. Les premiers virus, ça faisait rire tout le monde il y a 30 ans en arrière, parce que ça faisait, sur les écrans des Macintosh à l'époque, ça faisait des petites bombes qu'on voyait et ça faisait rire tout le monde. Et aujourd'hui, sur les Minitel, il y avait des petites bombes, hein, c'était Ulla, il y avait un petit dessin en Minitel. Mais aujourd'hui, ça fait plus rire grand monde, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a pris, qui est devenu un business pour certains et qui est vraiment où il faut vraiment s'en protéger au maximum. Alors Philippe, ce que je te propose, c'est de dérouler ton, entre guillemets, exposé comme un maître conférencier que tu vas devenir pendant quelques minutes. Voilà. Un partage d'écran, je crois que tu as pas mal de slides et on va t'écouter. Alors, en sachant que l'idée, c'est quand même et tu le disais tout à l'heure en préambule, de vulgariser au maximum. Oui. Il y aura ces mots anglais qui font fantasmer parce que voilà, c'est quelque chose, l'inconnu a toujours un intérêt pour et un attrait pour le cerveau. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne mieux quelle est la situation, comment on peut se faire attaquer et comment se protéger aussi. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer avec des mots clairs en français et avec un texte en français. Allez, voilà. C'est parti, on te suit. Donc, je vous laisse couper les micros éventuellement pour éviter qu'il y ait trop d'interférences. Et puis, on reprendra après. Hop. Alors. Normalement, ça devrait apparaître de votre côté. S'il y a un souci, je pense qu'on me le signalera. Non, ça c'est bon. On aperçoit Access, etc. Okay. Donc, c'est bien lancé. C'est parti. Alors. Par contre, excusez-moi parce que je ne suis pas parti. Hop, on va remonter. Voilà. Cybersécurité, sécurisation des données numériques sans assurer et sans prémunir. Donc, c'est le préambule que l'on vient d'aborder. Donc, on va déjà voir un petit focus sur ce que c'est que la cybersécurité, la définition de la cybersécurité. C'est pouvoir limiter les risques et protéger le système informatique dans sa globalité. Donc aujourd'hui, les risques évoluent sans cesse et les pirates informatiques sont constamment guettent toutes les failles de sécurité qui peuvent arriver dans les entreprises avec toutes les nouvelles technologies, avec tous les objets connectés qui maintenant arrivent, avec tous les systèmes qui se connectent de plus en plus au réseau informatique. Et plus on connecte d'appareils au réseau informatique, plus on va malheureusement s'exposer à des risques et à des attaques, parce que tous ces gens qui sont malfaisants essayent par tous les moyens possibles de récupérer ou de récupérer des codes bancaires ou de récupérer des informations personnelles ou de récupérer des informations qui vont permettre de faire du chantage, du ransomware. Il y a un peu tout type de profils sur les fameux pirates. Bien sûr, il y a tous les types de profils, aussi bien des amateurs qui s'improvisent et qui se disent tiens, on va essayer, que de vrais professionnels qui sont très organisés, surtout dans des pays qui sont, on va dire, un petit peu exotiques dans le sens où il y a très peu de contrôle, voire pas du tout, et où vraiment il y a des organisations qui s'installent avec vraiment une mafia on peut employer ce mot, une mafia du piratage informatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe de plus en plus et qu'on va voir malheureusement de plus en plus. Donc il faut vraiment s'en prémunir au maximum. Les différentes choses à aborder, il faut au maximum, si on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire que
pour le commun des mortels, quand on a son informatique chez soi, donc qu'on soit une TPE avec un poste ou 2 postes ou une entreprise plus importante avec des serveurs, un cœur de réseau et une structure plus conséquente, les risques sont quasi les mêmes à aujourd'hui puisque les portes d'entrée sont toujours à peu près les mêmes et ça va être le mail, ça va être les pages Internet qui peuvent être piégées, donc ça va être des choses comme ça. Donc la protection de l'entreprise à aujourd'hui, c'est contre ce qu'on appelle les maliciels, les rançongiciels, le hameçonnage, l'ingénierie sociale. Donc ça va être par tous ces biais-là que les risques dans les entreprises sont de plus en plus présents. Donc ce qu'il faut, ayant conscience de tout ça, ayant conscience de tous ces risques-là, il va falloir appliquer dans les entreprises des processus et des technologies qui vont permettre soit de les éviter, mais on ne sait qu'on ne pourra jamais les éviter puisque par définition, le virus arrive toujours avant l'antivirus. Donc on sait que les gens qui font du piratage ont toujours malheureusement un chemin d'avance par rapport à nous. Donc c'est comme le dopage, hein, dans le sport, il y a exactement, c'est la même chose. Temps d'avance. Une question, qu'on soit équipé sur un poste individuel ou qu'on travaille en réseau, est-ce que la problématique est exactement la même? La problématique de base est la même, puisque les portes d'entrée sont les mêmes. Donc après, il faut multiplier les sécurités, multiplier les verrous pour que dans les entreprises, on se prémunisse de ça au maximum. Mais hormis cette sécurité qu'il faut de toute manière avoir, c'est parce qu'on a mis un coffre sécurisé chez soi que le voleur il va pas rentrer. Donc quand un hacker est rentré, ce qu'il faut prévoir aujourd'hui dans les entreprises, c'est surtout c'est pas tellement le moment où ça va arriver, on sait que ça peut arriver un jour, donc il faut avoir anticipé les choses pour se dire le jour où ça arrive et le jour où on crypte mes données par exemple sur mon ordinateur, il faut que j'ai un plan B, un plan C pour que si je peux pas directement avoir une parade directe avec cette attaque, que je puisse revenir à 1 heure avant, 2 heures avant, une journée avant, pour pouvoir me dire j'ai perdu une demi-journée de travail, mais au moins je repars avec mes données saines, qui ont été mises à l'abri, sauvegardées, de manière à pouvoir au maximum limiter l'impact de ces attaques. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment mettre des portes, avoir des verrous et une porte blindée à l'entrée de chez soi au niveau de l'informatique, mais il faut aussi avoir prévu un PCA, donc un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité qui va servir, en dehors du fait des attaques, qui peut aussi servir à des pannes informatiques ou à des désastres tout autres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de penser à ça pour les entreprises parce que c'est vital pour la vie des entreprises et pour leur survie. Ces portes blindées, tu les détailleras tout à l'heure ou on peut déjà parler d'un budget où on voit ça? Non, on va en parler tout à l'heure, on va le dérouler, on aura un peu plus d'informations. Juste pour rappel quelques chiffres, qui sont des chiffres assez récents. 70% des cyberattaques en France concernent les TPE et les PME, donc c'est ce qu'on disait en préambule, ce n'est pas que les grandes entreprises, c'est principalement les TPE et PME. 80% des entreprises françaises déclarent avoir été victimes d'un ransomware, donc ça c'est cette année, c'est sur les 18 derniers mois, donc c'est assez récent. Donc c'est quand même un chiffre qui est très important. Et encore, ce sont les gens qui se sont réellement déclarés. Donc on peut estimer qu'il y en a peut-être plus. Oui, il y a une police de l'informatique. Il y a un service dédié. Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs même aujourd'hui. Il y a la CNIL qui contrôle un certain nombre de choses sur les données, mais il y a également l'ANSSI, il y a également les services de police, gendarmerie et police, au niveau du ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a vraiment plusieurs organismes qui se sont mis en place pour lutter contre ça. 5 cyberattaques en moyenne par entreprise par année, donc c'est quand même beaucoup. Et le coût moyen qui a été indiqué, c'est 67 000 euros, le coût moyen d'une cyberattaque, c'est-à-dire le coût induit, le coût direct, c'est-à-dire le manque, la perte de chiffre d'affaires, la perte de chiffre d'exploitation ou la perte directe due à une rançon qui a été payée. Donc c'est vraiment des coûts qui sont quand même importants. Donc la hausse, elle est constante. Alors encore plus récemment, puisque là on a vécu une période de confinement difficile où il a fallu mettre du télétravail en place pour certains dans l'urgence en oubliant les règles principales de sécurité. Donc du coup, hausse de 200% des cyberattaques depuis mars 2020, donc ça c'est un chiffre très récent, c'est une source de chez Orange. Donc c'est vraiment à ne pas prendre à la légère parce que du coup ce télétravail a ouvert des failles et des portes qui sont grandes ouvertes pour les gens qui sont
hackers et qui sont malfaisants de l'informatique. Philippe, est-ce qu'on a une idée du nombre d'entreprises? Moi, j'ai un ami qui est ancien négociateur du RAID, qui a fondé qui a une grosse association de négociateurs à travers le monde pour les gros groupes, justement, parce que les groupes pétroliers, quand ils sont à l'étranger, des salariés peuvent être menacés, qu'il y a des rançons qui sont régulièrement payées, et ça, c'est pas su, bien évidemment. Est-ce que vous savez le nombre d'entreprises qui sont obligées de céder? Non, pas du tout, parce que les gens, justement, les gens qui payent ne communiquent pas du tout. Donc, on en sait très peu. Alors, ils ont l'obligation de le faire aujourd'hui, enfin depuis quelque temps. Ils ont l'obligation de le déclarer à la CNIL. Par contre, la CNIL, elle, ne communique pas directement. Donc, on ne sait pas réellement les gens qui ont payé, combien ils ont payé et quel nombre ils sont. C'est des chiffres qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Payer sa redevance télé, c'est pas du piratage, hein, c'est obligé. Ouais, celle-ci, oui, non, c'est pas du piratage. Les différentes formes, pour en revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, les différentes formes, elles sont assez classiques. Il y a les formes, aujourd'hui, le plus courant, c'est les emails, bien évidemment, avec des pièces jointes dans les emails. Et ces pièces jointes comportent des codes malfaisants qui vont installer un logiciel sur l'ordinateur. Et ce logiciel va avoir pour but de crypter les données qui sont présentes sur l'ordinateur et sur le réseau informatique. Donc, si le réseau n'est pas bien protégé, ça se propage à l'intérieur des entreprises. Et le but pour les hackers, c'est de crypter les données et ensuite de demander une rançon en disant on va vous décrypter vos données si vous nous payez telle ou telle somme d'argent. Donc, Philippe, le simple fait d'ouvrir une telle page, sans même remplir un formulaire et tout, ça peut sans remplir un formulaire, puisqu'en fait, la pièce jointe, c'est une fausse pièce jointe, il y a réellement une pièce jointe, mais ce n'est pas un document Word, comme ça pourrait le laisser supposer, ou un PDF ou une image, mais derrière ce format de fichier se cache un logiciel qui va, lui, s'installer sur l'ordinateur et crypter les données. Donc aujourd'hui, le risque, il est principalement là. Après, il y a les sources plus classiques, les clés USB, avec des logiciels qui sont présents, pareil, des logiciels qui vont crypter, qui est un virus caché, sur des clés, sur des sites Internet, on en trouve aussi, dans des logiciels, évidemment, puisque des logiciels qu'on installe et qui ne sont pas des logiciels officiels, et qui peuvent être, pareil, qui peuvent être attaqués par un virus. C'est pour ça, quand on tape sur Internet une adresse, par moment, on a, entre guillemets, la chance qu'on nous dise cette adresse n'est pas vérifiée ou ils sont... Oui, par exemple. Ouais, alors de plus en plus, puisque les éditeurs web essayent de se protéger, donc il faut au minimum s'assurer qu'on est bien sur des pages sécurisées, donc en HTTPS et non pas simplement en HTTP, qui est un gage de sécurité. Et encore que, il y a des gens qui arrivent maintenant aujourd'hui à faire du HTTPS, donc à générer soi-disant des pages sécurisées qui n'en sont pas. Donc, il faut vraiment faire attention et mettre toujours à jour son ordinateur pour que tout ce qui est faille de sécurité soit corrigé par le constructeur et l'éditeur du logiciel, de manière à avoir toujours un logiciel à jour, que ce soit son navigateur Internet ou son système d'exploitation, pour éviter ce genre de déconvenus. Après, les attaques par les réseaux sociaux, donc ça, je pense que ça va percer de plus en plus, puisque tout le monde maintenant utilise ces réseaux sociaux, et que là, ça va être principalement de l'usurpation de noms, de sites, de logos, pour orienter des gens sur des mauvaises pages ou des mauvais liens. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on rencontre aussi le plus. Via le cloud, donc pour des gens qui vont stocker des informations à l'extérieur, donc s'assurer qu'on est bien au bon endroit et qu'on stocke bien son information au bon endroit. Et puis après, par tous les éléments, par tous les équipements personnels qui peuvent aussi être piratés et tromper les gens sur son utilisation. Donc, toutes ces sources-là, aujourd'hui dans les entreprises, tous ces équipements-là sont fragiles et il faut bien faire attention à ce qu'on fait. La première vérification à faire, c'est la vérification humaine, malheureusement, et l'homme est toujours perfectible. De toujours bien s'assurer de ce qu'on fait, sur quoi on clique, sur quoi on va. Est-ce que le lien qu'on a reçu, est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce qu'on en a fait la demande? Est-ce qu'on attend bien une facture de tel ou tel fournisseur? Est-ce que ce n'est pas une pièce jointe qui arrive et qu'on n'a pas demandé? Enfin, il faut vraiment être très vigilant. C'est au quotidien, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et pas ouvrir n'importe quel mail. Parce que si on ouvre et on sent tout de suite le piège et qu'on ferme au bout de 2 secondes, c'est trop tard. Non, tant qu'on est dans le mail, il n'est pas trop tard. Il ne faut surtout pas ouvrir la pièce jointe, parce que ça arrive toujours par des pièces jointes.
tant qu'on est sur le mail, il faut bien lire, bien regarder, est-ce que c'est un mail qui paraît officiel ou pas, et si on a un doute, ne pas l'ouvrir. Il vaut mieux ne pas ouvrir un mail que de se dire ah, j'aurais pas dû, c'est trop tard. Même au risque de passer à côté du fameux héritage de mon oncle tout à en fait, Afrique ou en Amérique. $300 qu'on vous a promis, oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, il faut savoir passer à côté de l'héritage, oui, tout à fait. Tout celui-là. Ouais. Les cyberattaques, les conséquences principalement dans les entreprises, les conséquences, elles peuvent être dramatiques. C'est l'arrêt de l'activité, on l'a vu dans beaucoup d'entreprises. Alors, dans les grandes entreprises, effectivement, il y a eu quelques communications. Récemment, il y a eu la société Tecnal qui a eu un arrêt complet de sa production. Alors non seulement elle a eu un arrêt complet de sa production, donc plus de chiffre d'affaires, plus d'expédition, plus de commandes, plus rien, mais en plus elle a été attaquée au tribunal par ses propres clients, parce qu'elle ne pouvait plus livrer ses clients, et donc il y avait des marchés en cours, il y avait des appels d'offres derrière, avec des pénalités de retard, donc les clients ont attaqué le fabricant parce qu'ils n'arrivaient plus à livrer et à assurer ses commandes. Donc ça peut vraiment aller très loin. En plus, il y a une perte de confiance des clients et de ses partenaires, forcément, puisqu'après, on se dit, on va peut-être plus travailler avec lui ou d'une autre façon, s'il ne se sécurise pas suffisamment. La perte des données confidentielles, c'est-à-dire que non seulement le client, hormis il a arrêté sa production, mais en plus, il a peut-être perdu des données confidentielles, dont des données de ses clients ou de ses fournisseurs, qui sont des données sensibles. Donc, c'est d'autant plus dommageable. Et on n'en parle pas encore, mais ça arrive, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sanctions administratives. Donc, depuis le RGPD, donc Réglementation Générale de Protection des Données, qui a été mis en place maintenant il y a plus d'1 an, devant la loi, légalement, les entreprises sont responsables de leurs données. Donc, elles sont responsables si elles perdent des données et si ces données sont utilisées à des fins d'escroquerie. Donc, il y a en plus une sanction administrative qui peut venir par-dessus tout ça. Plus le recours des tiers, puisqu'évidemment, certains vont en profiter pour pouvoir porter plainte et essayer de récupérer quelque argent de cette déconvenue. Donc, c'est vraiment les conséquences, elles peuvent être désagréables simplement, elles peuvent être des fois juste handicapantes légèrement, mais elles peuvent être jusqu'à l'arrêt de l'activité, jusqu'à des pertes d'exploitation, enfin, ça va vraiment très loin, quoi. Donc, c'est pas à prendre à la légère, quoi. Je vais vous citer quelques exemples de ces risques-là. Alors ça, ce sont des exemples, je n'ai pas mis le nom des sociétés parce qu'elles veulent forcément rester discrètes, mais c'est des exemples qu'on a vus dans les 18 derniers mois sur notre secteur géographique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, hein. Donc là, il y a quelques exemples de petites entreprises, donc sur une quinzaine de postes pour certains, qui se sont pris un ransomware, et puis avec tout ce que ça a impliqué derrière, donc les données cryptées, donc une perte d'exploitation, des frais de reconstruction de données, donc ça a un coût, et ce coût que vous voyez à l'extrême droite du document, pour la première entreprise, 45 000 € de perte, c'est énorme pour une entreprise qui a une vingtaine de personnes, alors qu'elle aurait pu se protéger de ça, simplement en mettant un firewall. Donc tout à l'heure, tu me demandais comment on protège. Le firewall, c'est une des premières briques dans les entreprises qu'il faut installer, puisque ce pare-feu va permettre de pouvoir protéger les données entrantes et évidemment aussi les données sortantes si on souhaite filtrer, mais principalement les données entrantes de manière à filtrer au maximum tout ce qui se passe sur le réseau. Ce pare-feu, il est valable pour tous les types que tu as évoqués, que ce soit les clés USB, que ce soit les mails. Bien sûr, il faut multiplier. Ça évite pas le danger pour toutes les attaques, mais comme les attaques, on a vu qu'elles étaient multiples et de diverses sources, il faut se prémunir de toutes ces sources. Donc, ce n'est pas une porte d'entrée qu'il faut mettre dans l'entreprise, c'est plusieurs portes d'entrée avec plusieurs verrous. Celui-ci, c'est le premier des verrous, on va dire, c'est la plus grosse porte d'entrée et c'est la plus visible, donc c'est vraiment celle-ci qu'il faut mettre en priorité. Ensuite, il y en a d'autres à rajouter, hein, il n'y a pas que celle-là, mais ça en fait partie. Donc le firewall, dans la TPE-PME, ce n'était pas quelque chose ni d'obligatoire, ni les gens ne voyaient pas ça d'une façon très importante pour eux, parce qu'ils disaient, non, mais j'ai une box, il y a Orange qui s'en occupe, ou il y a SFR qui s'en occupe, mais non, pas du tout. Eux, ils mettent une box, un modem, mais la porte, elle est grande ouverte, quoi. Il n'y a aucune sécurité autour de ça. Donc, c'est important d'avoir un firewall qui soit suffisamment robuste pour pouvoir avoir toutes les attaques en tête,
si on peut dire, ou au moins à jour, et que ce produit soit constamment mis à jour pour s'enrichir des nouvelles attaques et pouvoir se prémunir de tout ce qu'il y a au jour le jour. Donc ça, c'est ce genre de produit, par exemple, qui coûte 55 € par mois. Donc par rapport à un préjudice de 45 000 €, on voit que c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui vraiment protège. Donc c'est vraiment souvent des coûts qui ne sont pas énormes, mais les gens ne le pensent pas. Alors c'est toujours des dépenses supplémentaires et des dépenses que les gens ne veulent pas faire dans les entreprises, puisque c'est de l'argent perdu, hein, clairement. Donc les gens sont toujours réticents à ça, et je les comprends. Ce n'est pas un outil de production, c'est juste une porte blindée qu'on met chez soi. Et comme il en faut plusieurs, ça coûte un peu d'argent. Ouais, tu disais que c'était valable aussi pour les particuliers, les tarifs sont différents. Alors pour les particuliers, on ne va pas être un firewall, puisque ça paraît un peu onéreux par rapport au risque. Par contre, si ce particulier a chez lui une activité professionnelle, évidemment, il faut qu'il en mette un. C'est évident. Après, en tant que particulier, on n'a pas de données qui sont sensibles, et on n'a pas de données, on va dire, qui vont nous handicaper sur notre vie du quotidien. Donc après, il faut savoir juste stocker ces données à plusieurs endroits pour le jour où ça arrive, va se dire c'est pas grave, on m'a piraté mon ordinateur, tout a été crypté, mais j'ai une sauvegarde, j'ai mes photos quelque part, donc c'est moins grave. Donc je dirais que pour un particulier, c'est pas nécessaire, sauf si ce particulier a une activité professionnelle au sein de sa maison, évidemment. Ouais. Voilà donc quelques exemples que vous avez peut-être pu lire. Je ne vais pas tout vous détailler parce que ça va être un peu long, mais on voit que les préjudices subis par rapport à ce qu'on aurait pu éviter ou ce qu'on a mis, nous, après coup, pour que les gens se protègent, on voit que les coûts, ce n'est pas des coûts énormes, mais que les préjudices, eux, peuvent l'être. Donc on voit qu'il y a aussi bien, ça passe par du ransomware comme dans le premier cas, du phishing dans le deuxième, du ransomware via du smartphone dans le troisième cas, donc une application pas légale qui a été téléchargée sur un téléphone et qui, depuis ce téléphone, est remontée sur le réseau par le Wi-Fi, chose qu'on n'imagine pas toujours, parce que son téléphone qu'on a dans sa poche, quand on arrive au bureau, on l'a mis en Wi-Fi sur le réseau du bureau, et comme on l'a mis en Wi-Fi, donc il se retrouve sur le réseau du bureau, et comme il n'est pas protégé, s'il a un malware, le malware se propage au sein du réseau de l'entreprise. Donc c'est toujours des petites choses comme ça qu'on ne pense pas forcément. D'autres cas que j'avais cités, donc pareil, encore d'autres entreprises avec d'autres types d'attaques. On avait essayé d'être un peu diversifié dans les attaques pour montrer que ça touchait vraiment toutes les portes d'entrée étaient touchées dans une entreprise, que ce soit par des hébergements de sites web qui n'étaient pas sur un site web sécurisé, donc pas en HTTPS, du pop-up dans du web, enfin des choses comme ça, donc des choses qu'on voit de plus en plus souvent aujourd'hui, et où il faut multiplier les protections. Donc les protections, on l'a vu, il y a le firewall en entrée, mais ça va être l'antivirus sur le poste, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Ça va être, pour certains, un logiciel anti-spam pour éviter d'avoir trop de spam dans sa boîte aux lettres et puis de recevoir trop de mails qui pourraient être infectés. Donc comme ça, on limite et on sait que quand on reçoit un mail, c'est que c'est un mail qui est officiel. Voilà, donc il y a plein de petites choses à mettre en place pour pouvoir s'en protéger au maximum. Les outils étant de plus en plus diversifiés, donc je vais vous montrer juste après un petit film qui a été réalisé par HP, justement sur ces risques-là, puisque aujourd'hui dans les entreprises, hormis ce que je vous ai cité jusqu'à présent, il y a d'autres risques qui arrivent par la domotique. Alors la domotique, on peut la connaître pour certains chez soi, mais elle existe aussi dans les entreprises aujourd'hui, puisqu'on connecte de plus en plus de choses. Ça peut être des sondes de température, ça peut être des ampoules connectées, ça peut être les imprimantes évidemment qui se connectent, ça peut être les frigos, ça peut être le thermomètre d'un aquarium. Il y a eu récemment un casino en France qui s'est trouvé attaqué et qui a dû fermer plusieurs jours son activité pour pouvoir se sécuriser, parce qu'en fait, un pirate informatique était rentré par la sonde de l'aquarium qui se trouvait dans le casino et qui était connecté au réseau via le prestataire qui faisait la maintenance de son aquarium. Et le client, il n'était même pas au courant que la sonde de son aquarium était connectée à son réseau informatique, parce que la personne qui faisait la maintenance en avait besoin pour pouvoir faire des relevés et faire du suivi. Donc on voit qu'aujourd'hui,
énormément de choses sont connectées et qu'on prend énormément de risques si on n'a pas maîtrisé et si on n'a pas anticipé tout ça. Philippe, les attaques sont-elles toujours ciblées ou est-ce que c'est un petit peu au Non. hasard pour certains? Non, non. Les attaques ciblées existent, bien évidemment, je ne vais pas dire qu'elles n'existent pas, mais une attaque ciblée qui existe, c'est une attaque sur laquelle le pirate il va avoir un autre objectif et il va savoir où il s'attaque, pourquoi il veut s'y attaquer et comment il va s'y attaquer. Là, on ne parle pas de ce genre d'attaque. Ça, c'est vrai, ça va être vrai pour des gens qui vont vouloir s'attaquer à des organismes d'État ou à des organismes politiques ou à des organismes bancaires, peut-être. Mais là, on parle bien d'attaques qui sont faites. Les attaques, il ne faut pas se tromper, elles sont faites de façon très aléatoire. Ce sont des gens qui sont de plus en plus sophistiqués dans ce type d'attaque, c'est-à-dire que ce sont des pirates qui vont générer des petits programmes. Les petits programmes, ils les lancent sur les réseaux Internet. Et le petit programme, il travaille tout seul la nuit, la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils le mettent sur plusieurs types de serveurs et d'ordinateurs. Donc, ils multiplient leur puissance d'attaque en inondant les réseaux avec ces petits programmes. Le petit programme, il tourne tout seul et quand il trouve une porte d'entrée, hop, il s'infiltre. Et le résultat, le pirate, le lendemain matin, quand il se lève, il a son petit rapport, il dit, tiens, j'ai affecté 350 ordinateurs. Et puis, il fait son petit choix, il fait sa liste de courses et il dit, tiens, je vais m'attaquer plutôt à celui-là parce que je trouve qu'il y a plutôt des informations intéressantes. Donc, c'est vraiment tout le monde. Et on peut comparer ça, vous vous promenez dans les couloirs du métro, il y a quelqu'un qui observe et qui regarde, et puis au hasard, il va dire, tiens, je vais plutôt essayer de prendre le portefeuille de celui-là parce qu'il me paraît plus facile, il me paraît plus vulnérable, il me paraît plus riche, il me paraît... Enfin, bref. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure. On est constamment observé sur les réseaux, sans le savoir, par ces logiciels qui essayent de rentrer. Et quand ils arrivent à rentrer, bah, la personne à l'autre bout juge de la facilité et de l'opportunité à pouvoir s'y introduire ou pas. Donc, Avec tout deux le cas monde... possibles, profit personnel ou alors être cross-seller comme on va piquer un Exactement. portefeuille ou une montre et la revendre. Exactement, c'est exactement ça. Okay. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, c'est bien anxiogène, hein, comme ça, vous allez bien tous paniquer et tout débrancher. Fais-nous flipper, fais-nous flipper. Voilà. Et puis, on se reparle juste après. Il y en a pour 7 minutes. Par contre, on n'a pas le son, Philippe. Ouais, je vois ça. Alors, excusez-moi, je vais essayer de relancer. Alors, tu fais du doublage pendant les 7 minutes. Ouais, je peux aussi. Ça va être Pierre Marie aussi, tu peux faire une deuxième voix. Alors, j'essaye de le relancer. On va faire ça, on va faire ça. Ah bah voilà, je vais faire le pêcheur. Vous avez le son? Pas du tout. Excusez-moi, alors attendez. Tu partages le son aussi. Pardon? Faut que tu partages le son. Je l'ai fait. Hein. Ouais. Je vais refaire mon partage. Et sinon, on coupe tous nos micros, peut-être? Non, non, non. On avait déjà eu le problème hier. On va essayer de remédier à ça rapidement. J'arrête le partage, je relance. Que fait Gilles Topin, notre directeur com et marketing? C'est son job, ça. Oui, ça devrait, oui. Ah ouais, monsieur le directeur, faites quelque chose. Vous n'avez pas été piraté des fois? Et question indiscrète, vous aviez résolu le problème hier ou pas du tout? Oui, oui, tout à fait, oui. Vous avez du son? Oui, on entend là. Ouais, lointain, mais on attend. Savez-vous ce qui fait du loup un si bon prédateur? Son intelligence. Plutôt que d'attaquer une proie robuste, il identifie la cible la plus vulnérable. Le malade, le blessé, le maillon faible. Je vous présente Todd, le RSSI ou responsable de la sécurité informatique d'un des plus grands éditeurs de logiciels médicaux. C'est donc à notre cher Todd de garantir la sécurité des données et de les prémunir de toute attaque de pirates. Comme vous pouvez le constater, Todd a de sérieuses douleurs à la poitrine. Son poisson n'était peut-être pas si frais. Je vais vous dire ce qui se passe vraiment.
Des milliers d'hôpitaux font appel à la société de Todd pour héberger les dossiers de leurs patients dans le cloud. Si jamais j'arrivais à le mettre KO, personne n'aurait les compétences pour mettre l'organisation à l'abri et sécuriser tous les fichiers victimes d'une attaque. La semaine dernière, j'ai donc rendu une petite visite à son généraliste. C'est à vous, Madame Martin. Suivez-moi. Soignez-moi bien cette hanche, Emma. Les employés de cabinets médicaux restent rarement à leur bureau très longtemps. Bien sûr, ce serait moins grave si leur smartphone pouvait verrouiller leur PC dès qu'ils s'en éloignent. Et maintenant, j'installe un malware qui va me permettre de contourner leur prétendue protection. Ce vieux PC ne pourra jamais le détecter ou le supprimer. J'ai désormais accès au dossier de Todd et donc à l'ensemble de ses ordonnances. En quelques clics, j'ai pu modifier la dose de son médicament contre l'hypertension. Les effets secondaires sont des vertiges et une indigestion très sévère. Et voilà, l'ambulance direction l'hôpital. Pile à l'heure. Vous voulez qu'on prévienne quelqu'un? Ma femme, mais je voudrais pas qu'elle s'inquiète. Je suis possible. Oh, je n'en mettrai pas ma main à couper. La plupart des gens sont effrayés par les hôpitaux. Et ils ont toutes les raisons de l'être. Les hôpitaux comme celui-ci utilisent les équipements médicaux les plus sophistiqués du monde. Pourtant, comme la majorité des organisations, ils sont truffés d'imprimantes non sécurisées comme celle-ci. Sans rien pour la protéger au niveau du BIOS, n'importe qui peut installer n'importe quoi. La preuve, une petite mise à jour de rien du tout m'a permis de créer une entrée directe dans leur réseau. J'ai changé le nom de Todd dans le système. Croyez-moi, cet appareil est une vraie passoire. On s'occupe de vous. John, il s'appelle Todd. Appelez-le au moins par son vrai nom. À partir de maintenant, si sa femme le cherche, ou bien ses collègues de l'IT, pour une urgence professionnelle, Todd restera introuvable. Le doux parfum du succès. Installe-toi confortablement, Todd. Grâce à cette vieille imprimante, l'histoire commence tout juste à être intéressante. Si elle avait été capable de détecter les menaces, elle aurait bloqué mon attaque avant même que je la lance. Comme ce n'est pas le cas, rien ne m'empêche de l'utiliser pour imprimer les résultats que j'ai moi-même trafiqués. Les nouveaux résultats du labo. Ok, merci. Ah, d'accord. On va devoir tout de suite augmenter les doses. Vous allez vous sentir fatigué, mais ne vous inquiétez pas. Oh, je n'en demandais pas tant. Maintenant, il va dormir toute la nuit. Il ne risque pas d'entendre la sonnerie de son portable. Vous vous demandez sûrement pourquoi tous ces efforts. Hein? Eh bien, je vais vous montrer. 3, 2, 1. C'est pas bon, ça. Attends de voir. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oh non. Oh, si. On appelle Todd. Vont-ils décider de déconnecter tous les hôpitaux du réseau ou prier que Todd surgisse miraculeusement et trouve une solution? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur, nous avons été victimes d'une attaque. Oui, j'ai vu ça, mais bon sang, où est Todd? Pour le moment, on ne sait pas, monsieur. C'est une blague. Quelqu'un télécharge tous les dossiers médicaux de nos hôpitaux et vous ne savez pas où est Todd? J'adore les énigmes. À vous? Tu m'excuseras, Dave. Ce n'est pas contre toi. Sans leur responsable sécurité, ils sont pratiquement paralysés. Ils dépensent des fortunes pour que leur réseau informatique soit inviolable, mais leurs ordinateurs sont loin de l'être. Vous pensez que ce PC est protégé par plusieurs moyens d'authentification? Non, pas du tout. Même les serveurs de sauvegarde ont été corrompus. Y a-t-il une protection pour empêcher ces utilisateurs de tout mettre en péril On a tout dès qu'ils vérifié cliquent sur un le lien cloud. piégé? On ne sait pas ce qui se passe. Négatif. En l'absence de protection capable de l'arrêter, mon malware compromet tous les fichiers qu'il rencontre. Il est temps de passer à la feste. J'ai désormais en ma possession les dossiers médicaux de plusieurs millions de patients, simplement en piratant un cabinet médical, un hôpital, et en faisant disparaître ce type. Bon, on remet Todd sur pied, vous voulez bien? Vous ne pensiez pas que j'allais le laisser tomber, quand même. Monsieur, Hein? votre femme au téléphone. Eh oui, Todd se porte bien. Mais on ne peut pas en dire autant de son entreprise.
En ce qui me concerne, l'enjeu est encore plus énorme. Je veux révéler au monde entier toutes les failles du système. Et démolir ce système de part en part. Faille après faille. Que nous puissions le reconstruire. Et si vous évoluez dans les hautes sphères du gouvernement, faites attention. Vous êtes les prochains. Alors voilà, donc c'était pour juste pour montrer, alors là effectivement on était sur le cas d'une attaque ciblée, hein, c'est pas une attaque faite au hasard, ce sont des attaques qui évidemment existent, elles existent surtout dans le milieu industriel, milieu politique on le disait tout à l'heure, ou au milieu des grosses organisations sur lesquelles il y a des intérêts, des enjeux financiers ou politiques qui sont importants, donc ces attaques existent, mais l'attaque de la petite entreprise, pour revenir à ce qui nous concernait plus précisément, elle est, elle, moins dirigée, moins, on va dire, moins précise, mais elle est tout aussi dangereuse et tout aussi impactante pour les entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le cas qu'on a... Oui. Philippe, par rapport au film, alors, il y a Where is Brian? Brian is in the kitchen. Where is Todd? Est-ce qu'il doit y avoir un monsieur Todd dans chaque entreprise, aussi petite soit-elle? Alors oui, elle peut être soit, bien sûr qu'il doit y avoir un monsieur Todd dans chaque entreprise, soit, d'après la taille de l'entreprise, elle va être physique, c'est-à-dire quelqu'un physiquement dans l'entreprise, effectivement, un DSI, un responsable de la sécurité, évidemment. L'entreprise qui a une taille plus modeste, qui n'a pas les moyens, bah, on fait ce rôle-là, c'est-à-dire qu'effectivement, via des sociétés telles que la nôtre, sur notre région, on fait ce genre de travail pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on va être le responsable informatique de la sécurité pour l'entreprise, bien évidemment, tout à fait. Pour continuer sur ce thème-là de ce que je disais avant le film, donc il faut se prémunir des attaques, mais il faut anticiper en se disant s'il y a une attaque, comment on fait pour pouvoir anticiper, non pas l'attaque, mais anticiper la reprise. Bah, évidemment, ça passe par des équipements. Donc, bien évidemment, pensez à sauvegarder ces données. Donc, quand on dit sauvegarder, c'est s'assurer que les données vitales de l'entreprise, les données vivantes de l'entreprise qu'on a besoin au quotidien, s'assurer que ces données, elles soient constamment accessibles, constamment sauvegardées, de façon automatique, externalisée, pour pouvoir redémarrer le plus vite possible quand il y a besoin d'utiliser ou quand on a subi une attaque. Donc, il y a aujourd'hui le nerf de la guerre, hormis le firewall qu'on a vu tout à l'heure en tête de réseau pour protéger tout son réseau. Le second, ça va être la sauvegarde qui prend une place de plus en plus importante parce qu'aujourd'hui, par ces attaques-là, on se rend compte que souvent, c'est l'outil de sauvegarde qui va permettre de redémarrer l'entreprise. Même voire, l'outil de sauvegarde peut même se substituer à l'outil serveur de l'entreprise ou à l'outil machine de l'entreprise. C'est-à-dire que via cette sauvegarde, on va pouvoir même continuer, dans certains cas, de travailler. C'est-à-dire que non seulement elle sauvegarde, mais en plus, ça va permettre de travailler s'il y a une défaillance ou s'il y a eu une attaque sur le serveur informatique de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est cette sauvegarde. Et cette sauvegarde, là, pour le coup, on peut la retrouver dans le monde du particulier. Évidemment, le particulier qui est moins bien protégé, qui va être plus vulnérable, bah, c'est les photos personnelles. Si on ne veut pas perdre ces photos et ces documents qu'on a numérisés, bah, il va falloir absolument les sauvegarder et les sauvegarder sur des supports qu'on va pouvoir récupérer facilement, externes ou internes, sur des disques ou des clés USB. Donc la sauvegarde dans l'entreprise aujourd'hui, c'est un enjeu énorme et qui va même au-delà de ça, puisqu'il sert à la fois de PCA, donc de plan de continuité d'activité, ou de PRA, de plan de reprise d'activité. C'est aujourd'hui quelque chose de primordial. Hormis cet aspect purement sauvegarde, on a établi 9 règles pour sécuriser l'informatique dans votre entreprise. Donc, c'est 9 règles qu'il faut avoir
constamment en tête et se dire où j'en suis dans mes 9 règles, est-ce que je suis toujours bon ou pas bon. Là, ça ne parle pas forcément de matériel, mais c'est vraiment, on va dire, un cheminement logique dans une entreprise pour pouvoir se dire au moins j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je ne limite pas à 100%, mais je fais tout ce qu'il fallait. La première règle, ça va être d'imposer des mots de passe qui vont être des mots de passe complexes, pas toujours le même bien évidemment, pas la date de naissance de sa belle-mère parce que tout le monde peut la connaître. C'est complexe, hein, c'est complexe. Ouais, ça peut être très complexe ceci dit, mais bon, c'est pas la meilleure des solutions. Donc trouver des mots de passe complexes, les changer régulièrement si on peut. Si on ne peut pas, il y a des logiciels qui existent pour ça. Le logiciel Keeper qui est très bien, un petit logiciel qui permet de centraliser ces mots de passe, de générer des mots de passe complexes et ensuite d'utiliser ce petit logiciel pour pouvoir renseigner directement des pages web sur lesquelles on veut se connecter avec son mot de passe complexe et en plus de synchroniser tous ces mots de passe et de les avoir tout le temps sur soi via son smartphone, son ordinateur portable, son PC à la maison, son PC au bureau. Donc, vraiment une petite base de données qui recense tous ces mots de passe et qui est sécurisée, donc qui est vraiment très pratique et qui va permettre d'augmenter la sécurité et de complexifier ces mots de passe pour éviter. La première source, c'est des mots de passe trop simples, c'est les gens se les font pirater de plus en plus facilement. Donc ça, c'est une des premières choses. Que penses-tu des mots de passe enregistrés automatiquement proposés par Apple, par exemple, pour ne pas le citer? Alors, je ne vais pas répondre à la place des constructeurs parce qu'il y aurait trop de cas de figure différents. Via Apple, je pense que, alors je ne veux pas m'avancer de trop, mais je pense qu'ils se protègent assez bien. Donc, on va dire que c'est une sécurité qui est quand même assez élevée. Donc, on prend très peu de risques. Mais ce n'est peut-être pas vrai chez un autre éditeur ou un autre constructeur ou un autre fabricant de téléphone. Donc, on ne peut pas faire de règles aussi simples que ça. On ne peut pas dire, je le stocke chez Apple, je suis tranquille. Non. Apple, ils sont comme tout le monde, ils peuvent un jour ou l'autre se faire pirater. On a vu là récemment des gens qui se sont fait pirater chez EasyJet, qui a perdu plein de données, enfin qui se sont fait pirater énormément de données, dont des données bancaires. Alors qu'on aurait pu dire, bon, EasyJet, je peux sans problème laisser mes coordonnées, je pense qu'ils sont sécurisés. Non, donc personne n'est à l'abri aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire qu'un constructeur va être mieux que l'autre. Il va être mieux qu'un autre à un instant T, mais ce n'est pas dit que demain, il n'y ait pas une faille et que cette faille soit largement exploitée. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. La deuxième règle, ça va être de créer une séparation entre l'usage des données professionnelles et personnelles. C'est-à-dire ne pas mélanger les genres, ne pas mettre sur son PC à la maison des données confidentielles de l'entreprise, parce qu'on est beaucoup plus vulnérable sur son PC à la maison du fait qu'on n'ait pas toutes les sécurités qu'on a à l'entreprise. Donc, vraiment faire une séparation des usages entre le monde professionnel et personnel. À l'inverse, on ne ramène pas des photos de la maison personnelle sur son ordinateur de bureau pour les mêmes raisons, parce que ça peut être là utilisé dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment avoir constamment cette vision de se dire je ne mélange pas les genres, je ne mélange pas les choses. Sans être paranoïaque, il faut simplement être vigilant, en fait. Oui, tout à fait. Sans être paranoïaque, juste vigilant et se dire je ne mélange pas tout et je n'ai pas un ordinateur qui me fait tout. Surtout quand on le prête à son enfant qui va installer un jeu dont on ne sait pas où il l'a récupéré sur une plateforme quelconque et qui va peut-être lui contenir du code maliciel ou du code de virus. Donc, c'est vraiment quelque chose à bien avoir à l'esprit. La troisième règle, ça va être analyser régulièrement ces infrastructures ou les faire analyser. Si l'entreprise est petite, c'est notre rôle de conseil en informatique et d'infogérance que l'on fait dans les entreprises, d'analyser régulièrement ces infrastructures pour être sûr que la nouvelle évolution qu'on a mis en place, que le système de climatisation qu'on vient de mettre qui est connecté parce qu'on veut un système qui soit régulé, est-ce qu'il va être conforme à la sécurité de l'entreprise? Est-ce qu'il va être conforme à la sécurité informatique de l'entreprise? Est-ce que le prestataire qui l'a mis en place a toutes lui les sécurités de son côté? Donc voilà, toujours avoir une vision et analyser régulièrement la vie de l'entreprise parce que ça bouge constamment et on installe de plus en plus des choses sur son réseau. Et donc, il faut toujours analyser le contenu pour savoir si on est vraiment, si on n'est pas en train d'ouvrir une faille de sécurité dans son entreprise. Oui, l'une des activités d'Access, c'est ce côté audit et maintenance. Bien sûr, ouais. Je vais vous le montrer juste après. Juste après, il y a quelques slides sur la présentation de l'entreprise, donc je pourrais vous le détailler un peu plus. La quatrième règle, ça va être mettre en place des sauvegardes. Donc, j'ai vu juste après, je l'avais mis plus en exergue parce que c'est très important. Donc, mettre en place des sauvegardes automatiques régulières
que ces sauvegardes elles soient testées. C'est pas le tout de dire j'ai une sauvegarde, c'est bon, quelqu'un m'a dit j'ai une sauvegarde, j'ai fait une clé USB, j'ai fait un disque dur, c'est sauvegardé. Non, non. Une sauvegarde, c'est s'assurer qu'on peut récupérer les données. Ça veut dire que en combien de temps on récupère ces données? C'est-à-dire que demain dans votre entreprise, si vous vous posez la question, c'est demain je perds mon ordinateur, on me vole mon ordinateur portable ou mon serveur tombe en panne. En combien de temps je peux repartir? Avec quelles ressources? Qui je dois appeler? Comment je dois faire? Et en quel laps de temps tout ça, ça va fonctionner? La vraie question, elle est là. C'est pas de se dire, est-ce que j'ai une sauvegarde? Parce que tout le monde va dire, oui, j'ai une sauvegarde, j'ai une clé USB quelque part au fond du tiroir, et la secrétaire, elle l'a emmenée des fois le week-end, donc je peux l'avoir. Non, c'est en combien de temps je peux récupérer mes données, en combien de temps mon système va être à nouveau opérationnel, en combien de temps je vais pouvoir refaire mes livraisons, mes facturations, mes commandes clients. Enfin, c'est tout ça qui est important, en fait. Donc, c'est pas tant la sauvegarde, mais c'est surtout la récupération de cette sauvegarde, la récupération des données qui sont dans la sauvegarde qui vont être importantes. Donc, c'est ça qu'il faut avoir vraiment à l'esprit. La 5e règle, c'est utiliser des solutions de sécurité. Donc, bien évidemment, mettre des firewalls, des antivirus, enfin, tous les équipements possibles pour limiter au maximum l'arrivée ou les attaques et pour pouvoir les contrôler au maximum. La 6e chose, ça va être protéger les données lors de déplacements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que, notamment avec le confinement qu'on a vécu, les gens se sont baladés avec beaucoup d'informations sur des clés, sur des disques durs, sur des ordinateurs portables. L'ordinateur portable, on peut se le faire voler, on peut le perdre, et hormis la perte du produit en lui-même, qui est une chose, le problème, c'est qu'on peut perdre les données qui sont dedans et elles peuvent être utilisées à des fins qui ne sont pas prévues initialement telles que c'était. Donc, il faut vraiment, hormis le matériel, se protéger des données que l'on transporte parce qu'elles sont vulnérables quand on les transporte. Donc, il faut s'assurer que toutes les données dans une entreprise, entrantes ou sortantes, elles soient constamment protégées, y compris en mobilité, y compris sur un smartphone ou sur un ordinateur portable ou une tablette. Donc ça, aujourd'hui, c'est un des risques importants. Je vous rappelais le chiffre tout à l'heure, c'était 200% d'augmentation source Orange d'attaques pendant le confinement et lié à la mobilité, justement. Monitorer son système, ça va être la 7e règle, c'est-à-dire surveiller les journaux d'événements. Quand je dis journaux d'événements, c'est-à-dire que tous ces équipements de sécurité, souvent, ils ont de l'intelligence embarquée, donc ils vont pouvoir avoir un historique de ce qui s'est passé et pouvoir de temps en temps regarder ces historiques pour se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis attaqué, quelles sont ces attaques, elles viennent toujours du même endroit, elles sont diversifiées, enfin pouvoir avoir un petit peu un visuel de se dire j'ai mis une porte blindée, mais il faut quand même que je sache ce qui se passe de l'autre côté de cette porte blindée et est-ce que beaucoup de monde frappe à la porte, est-ce que des gens essaient de rentrer ou pas. Donc c'est important comme ça d'établir son niveau de risque par rapport à la sécurité qu'on a mis. Pour justement adapter cette sécurité. Ensuite, télécharger toujours des logiciels officiels, éviter les petits logiciels bidouillés au fond du garage par le beau-frère de la voisine qui vous a promis un super logiciel et puis qu'en fait, il est rempli d'insécurité parce que c'est pas le métier de l'éditeur de mettre de la sécurité dans le logiciel, donc il faut vraiment toujours passer par des logiciels qui soient officiels. Et enfin, la 9e règle, c'est pour les entreprises, rédiger une charte informatique. Alors, elle peut être très simple, elle peut tenir en 3 pages si ça doit tenir en 3 pages, mais au moins avoir une visualisation de se dire, voilà, moi dans mon entreprise, je fais une charte, on n'a pas le droit de faire telle chose, on n'a pas le droit de faire telle chose. C'est-à-dire qu'un salarié, il est là pour travailler avec son outil de travail, c'est pour faire du travail professionnel et non pas faire du jeu, non pas aller sur le catalogue de la Redoute pour commander la robe de la belle-mère, justement, parce qu'on avait son mot de passe. Enfin voilà, donc c'est vraiment avoir une règle qui dit voilà ce qu'on doit faire avec l'outil informatique et ce qu'on ne peut pas faire, de manière à pouvoir commencer à établir quelques règles. Et ces règles s'appuieront après sur des technologies ou au moins que l'utilisateur soit conscient quand il fait quelque chose de dire oui, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire, est-ce que je fais prendre des risques à mon entreprise si je fais telle ou telle chose, parce que souvent l'utilisateur n'a pas conscience de ça. Il n'a pas conscience que quand il va faire son achat sur Amazon depuis le PC de l'entreprise ou sur un autre site, il prend peut-être un risque parce qu'il va peut-être sur un site qui n'est peut-être pas très sécurisé et que le fait de faire ça, il va mettre en péril l'informatique de son entreprise. Donc, c'est vraiment, la charte informatique permet de mettre un petit cadre, de mettre des limites, de mettre
une explication sur l'utilisation de l'outil informatique. Les conséquences d'une cyberattaque, on a vu tout à l'heure dans les différents exemples. Donc, il y a des frais en tout genre, des frais d'expertise informatique, des frais de notification, puisque je rappelle quand même que depuis la réglementation générale de protection des données qui est entrée en vigueur en mai dernier, chaque entreprise a l'obligation de faire une déclaration dès l'instant où elle est attaquée et où elle a eu un cryptoware, un virus ou une attaque quelconque informatique. Elle a l'obligation de le faire. Donc, il y a des frais de notification. Et vous pouvez avoir, si la CNIL juge que vous n'avez pas mis tout ce qu'il fallait pour vous protéger dans votre entreprise, je rappelle que le RGPD, c'est une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est-à-dire que la CNIL va, à un moment donné, regarder ce que vous avez fait dans votre entreprise. Si vous avez mis des moyens et si vous avez mis tout ce qu'il fallait, elle va être très conciliante. Si elle se rend compte qu'il n'y avait aucune protection qui avait été mise, aucune sauvegarde, aucun pare-feu, elle ne va pas faire de cadeau et elle va estimer 20 € par fuite de données personnelles qui va passer. Donc, ça peut être vite des conséquences importantes pour les entreprises. Ensuite, il y a des frais d'atteinte à la réputation, parce que forcément, c'est l'image de marque de l'entreprise qui peut être impactée. Donc, c'est vraiment des conséquences qui sont directes et indirectes et qui vont être de plus en plus, malheureusement, dangereuses et visibles pour le commun des mortels, parce que via les réseaux sociaux, les gens ont vite fait de communiquer et de taper là où ça fait mal. Et pour la notoriété d'une entreprise, ça peut vite avoir des conséquences importantes. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a une responsabilité civile du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant la loi, le chef d'entreprise est responsable. Il est responsable s'il n'a pas mis ce qu'il fallait en place dans son entreprise pour éviter que l'entreprise ne s'arrête dû à un problème informatique, peu importe le problème informatique d'ailleurs, il n'y a pas que les attaques, mais il y a eu quelques cas l'année dernière où des entreprises qui n'avaient pas subi d'attaque, mais ils avaient eu un dégât d'incendie. L'entreprise a déposé le bilan parce qu'elle n'a pas pu survivre du fait d'avoir perdu toutes ses données informatiques. Les salariés ont porté plainte contre le dirigeant de l'entreprise et ils ont gagné parce qu'ils ont jugé que le chef d'entreprise n'avait pas mis tous les moyens qu'il fallait pour assurer la pérennité de son entreprise d'un niveau informatique. Donc aujourd'hui, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour un cryptoware, c'est vrai pour toute attaque. Donc il y a une responsabilité légale du chef d'entreprise sur tous ces risques informatiques. Donc il ne faut pas l'oublier. Bravo. Je ne sais pas si l'exposé est fini, Philippe. Juste un petit rappel sur le timing, parce que j'aimerais qu'on ne déborde pas trop, parce qu'il y a d'autres rendez-vous derrière. Un petit mot sur l'entreprise, peut-être, maintenant? J'ai quelques slides, je vais faire très vite sur la présentation de l'entreprise. Certains peut-être nous connaissent, donc je vais aller assez rapidement. Donc l'entreprise, je vais passer le sommaire, on va gagner du temps. Donc on a une vision à 360 sur les activités de toutes nos entreprises. Donc on peut répondre à tous les besoins informatiques dans une entreprise, que ce soit de la clé USB, de la souris, jusqu'au serveur, au cœur de réseau, à l'infrastructure réseau, enfin tout ce qui est périphérique informatique, on peut répondre à toutes ces demandes-là dans une entreprise. Dans tous les secteurs d'activité, on n'a pas de limite et on n'est pas spécialisé dans un domaine plus qu'un autre, donc aussi bien les entreprises de services, industrie, médical, immobilier, commerce, etc. Donc on répond à toutes les demandes et on a des gens compétents dans tous les domaines d'activité chez nous. On met un gros enjeu sur la transformation digitale qui est aujourd'hui le cœur de beaucoup d'entreprises et leur préoccupation première, c'est-à-dire de tout digitaliser de manière à ce que le zéro papier, petit à petit, on va y arriver. Donc ça, c'est un axe important chez nous. La transformation digitale, c'est dématérialiser, créer et bien évidemment après protéger, sécuriser et optimiser tout ça. Donc ça, on accompagne les entreprises sur tous ces projets-là. Je vais vous passer rapidement ce que l'on pourrait passer longtemps sur ce petit schéma, mais qui rappelle la sécurité. Tout ce qui entre dans une entreprise, tout ce qui en sort, il faut que ça passe par la couche sécurité, c'est important. Et bien avoir en visu tous les postes et tous les services dans une entreprise, dans son entreprise, et de se dire où je me situe. Est-ce que le poste du service technique, il se trouve bien à cet endroit-là? Est-ce qu'il est bien protégé par toutes mes couches de sécurité? Est-ce que les données qui rentrent et qui sortent sont sécurisées, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on détaille avec chaque
responsable d'entreprise pour être sûr que son entreprise est bien conforme à la sécurité informatique. Évidemment, il y a des coûts à tout ça, donc ça, on peut étudier tout ça. Il y a des coûts d'acquisition ou des coûts de location ou des coûts sous forme de contrat de service pour certains produits. Enfin voilà, tout est étudiable et étudié de manière à ce que l'impact financier soit le plus clair possible pour tout le monde. Accès en 3 minutes, donc c'est tout ce qui est matériel multifonction, audit informatique, on en parlait tout à l'heure, matériel informatique, maintenance évidemment, infogérance et maintenance qui prend une part de plus en plus importante, et puis tout ce qui est audio-vidéo qui permet de se faire ce qu'on est en train de faire actuellement, des visios qui fonctionnent à peu près bien. Des marques qui nous suivent depuis l'origine, Konica Minolta et Lexmark pour la partie impression, Microsoft pour la partie environnement informatique, Uxo et Udrive sur la partie sauvegarde. Ils sont 2 sociétés françaises, donc avec des données qui restent en France, qui sont sauvegardées en France. Sophos et F-Secure pour la partie sécurité, firewall et antivirus. Et puis Bose et Panasonic pour la partie audiovisuelle. Tout ça, ce sont des partenaires qui nous suivent depuis le début. Le petit mot du dirigeant Hervé Klinger. Donc l'entreprise existe depuis 25 ans maintenant, avec 4 agences sur la région, 42 collaborateurs, 6 millions d'euros l'année dernière de chiffre d'affaires, 5200 clients comptants et 2800 sites maintenus, avec un temps moyen d'intervention de moins de 2 heures pour tous nos clients. Donc, les chiffres, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on parle encore des patients du Covid. Oui. Mais je ne parlerai pas tous les soirs à 20 heures. C'était hyper complet. Autre chose, une dernière slide ou pas? Là, la toute dernière, pour dire qu'on est aussi dans les convictions et le développement durable. Donc, on est partenaire de Reforestation. Donc, on replante des bois, des arbres dans la forêt de Tarapoto, au Pérou. Et puis, tous nos partenaires et fournisseurs sont également dans cette même démarche-là, qui est une démarche qui est obligatoire dans notre métier, où on doit être responsable de tout ça et où on doit limiter au maximum l'impact écologique sur tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'en ai fini. Voilà, la dernière importante, puisque c'est nos partenaires, dont les Phoenix, évidemment, et puis après d'autres partenariats qu'on a avec d'autres clubs sportifs sur toute notre région, puisqu'on essaye d'être présent un peu partout, également dans l'art et le patrimoine, avec les mécènes du patrimoine. Voilà, on essaye d'être présent sur notre secteur géographique. Et je veux Pierre-Marie, tu vas bientôt être officiel, tu as vu, tu vas en mettre de ta côté, juste en dessous. Tu vas pouvoir. Et en plus, j'ai appris qu'Hervé Klinger va se mettre au hockey, c'est ce qu'il m'a dit. La dernière info, c'est. Ça n'empêche pas. Non, mais c'était passionnant. Bravo Philippe, parce que Pierre-Marie, une réaction. Alors, on va pas parler du. Oui, Pierre-Marie, attends. Pierre-Marie, je ne te cyberattaque pas. J'ai failli te faire action en vérité sur les 9 règles exposées par Philippe Duranton, le DG d'Access. Est-ce que les 9 règles sont respectées dans ton entreprise et au club des Phoenix? Alors, c'est vraiment 2 choses. Déjà, au club des Phoenix, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a un ordinateur portable en termes de matériel. Et en fait, c'est surtout de la connexion à distance, notamment avec le logiciel fédéral qui nous permet de gérer les matchs ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de grosse base de données. On fonctionne sur le. Alors, si après, moi j'ai une base de données à la maison. Alors, on est en train justement avec Adjan de faire les choses plus carrées, et effectivement avec des choses aujourd'hui qui sont externalisées, comme on a mis en place le site web, on a mis en place tout un tas de choses. Donc, avec des données externalisées, un drive où on met de plus en plus de documents, et on est en cours justement de mettre tout ça bien à plat, parce que moi je vois par exemple sur mon ordinateur de boulot, j'en ai plein, puisque moi je fonctionne avec un portable et un poste fixe dans ma société, un portable, et typiquement le portable qui me donne une connexion à distance à l'entreprise, et c'est là où quand je vois un peu tout ce qu'a présenté Access, je vois qu'il y a des grosses failles de sécurité. Moi, mon ordinateur portable, il me sert aussi bien en pro qu'en perso que pour le club. Oui, c'est ça, c'est compliqué, c'est de parceller, de morceler en fait les différentes infos. Et je vais même plus loin, je me suis fait pirater ma boîte mail perso il y a quelques mois, qui était une vieille boîte mail Liberty Surf, et que du coup, j'ai jamais récupéré. Et Léane, elle rigole.
Et du coup, aujourd'hui, ma boîte mail pro, elle me sert à titre perso et pour le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une seule boîte mail et je m'en sers pour tout. Donc, c'est hyper, voilà, c'est pas parcelé du tout. Et j'ai plein de choses dans mon ordinateur portable qui sont pas forcément sauvegardées de façon externe et qui concernent notamment les partenaires, les logos des partenaires, les choses, parce que je fais le lien entre plein de choses et c'est au coup par coup et c'est géré de façon complètement artisanale et bordélique, on va dire. Il faut dire les choses comme elles sont. J'essaye de mettre en place des procédures en interne dans ma tête à moi, déjà, c'est pas évident. Quand j'ai un peu de temps, mais petit à petit, on règle les choses de façon plus efficace. Au niveau de l'entreprise, je pense qu'on est loin d'être protégé comme il le faudrait. On a une PME de 32 salariés dans la menuiserie agencement. Par contre, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites de façon sérieuse. Des consignes déjà sur les mots de passe, les choses comme ça. Des consignes sur bien sûr, les pièces jointes. Après, il y a aussi, bien sûr, antivirus. On parlait des premières sécurités, des premières portes firewall. Tout ça, c'est mis en place de façon professionnelle et c'est géré de façon professionnelle. Et on parlait tout à l'heure de la reprise d'activité rapide. On est capable aujourd'hui, nous, en cas de, ne serait-ce déjà d'incendie à l'entreprise, de cambriolage et vol du matériel ou d'attaque, cyberattaque, on est capable, par des sauvegardes externalisées via notre prestataire, de remettre en route, normalement, dans les 4 heures, la totalité de notre informatique. Après, si c'est une cyberattaque, ce qui peut aller jusqu'à dans le cloud et ce qui est sauvegardé chez notre prestataire, je ne sais pas comment ça se passe, mais globalement, on a quand même été sensibilisé il y a déjà quelques années à ça. Et au fait, on a déjà perdu des données, mais sur des erreurs humaines. Et du coup, on s'est, nous, autosensibilisés et on a été sensibilisés par notre prestataire à ça assez rapidement, il y a déjà quelques années quand on a fait grandir la société. Donc, on n'est plutôt pas mauvais là-dessus, je pense. Par contre, plutôt mauvais sur le partage des choses et sur le fait que de tout mettre sur le même, en tout en un, on va dire, entre guillemets. Et là, moi, je suis le premier à être mauvais là-dessus. C'est très clair. Et ça, tu vas te former. J'avais une question dans le prolongement à Philippe. Est-ce qu'il y a des entreprises qui te demandent, parce on a évoqué la cybersécurité, mais est-ce qu'il y a des entreprises, des chefs d'entreprise, et je ne vais pas poser la question directement à Pierre-Marie Négrier qui vient de m'évoquer ses 32 salariés, des chefs d'entreprise qui cherchent non pas à pirater, mais à, entre guillemets, à espionner via l'informatique ses salariés, justement. Oui, ça existe aussi, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Ce qui est interdit par la loi, d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Ça existe. Tu as ce genre de souci? Est-ce que tu surveilles l'utilisation, par exemple, d'Internet, du temps passé? Est-ce qu'il paraît qu'il y a pas mal de temps passé par les salariés en entreprise sur les réseaux sociaux, sur Internet pour leur consommation personnelle? Pierre-Marie. Pas du tout. Ni ça, ni les systèmes un peu de GPS qui sont autorisés visiblement dans les entreprises où les gens peuvent avoir dans les véhicules des GPS où on peut retracer là où étaient les salariés de l'entreprise. Pas du tout. De toute façon, on est une PME d'une trentaine de salariés avec beaucoup de gens en production. On a un bureau d'études d'une petite dizaine de personnes. Alors, il y a des gens sur la pause, sur les chantiers aussi. Si les choses ne sortent pas, si les gens sont pas à leur travail, on va dire entre guillemets, on s'en rend vite compte sur la productivité à notre échelle. Donc, on n'est pas du tout dans on n'est pas du tout dans le fait d'aller voir, d'aller contrôler ce que font les gens. Non. C'est aussi un état d'esprit de l'entreprise et ça, effectivement, on n'a pas à rentrer là-dedans. Et encore une fois, la productivité aussi des gens fait qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, on va quand même assez rapidement s'en rendre compte. On l'a connu par le passé sur quelqu'un à la pause, mais voilà, il y a toujours des choses, des signes qui ne trompent pas, on va dire, entre guillemets, et là, il suffit d'être un peu plus vigilant et de recadrer des fois, mais non, on n'est pas là-dedans. Philippe, la plus grande complexité, celle que je perçois en tous les cas, c'est ce mélange, non pas des genres, mais c'est vrai que les ordis ou les gros téléphones portables sont performants. Ils font en même temps ordinateur, plus ou moins base de données, base photo, etc. etc. Cette mobilité, elle est extrême. Oui. Est-ce qu'il y a une solution à préconiser? Ça veut dire qu'il faut acheter plusieurs ordinateurs? C'est compliqué, ça?
Oui, ça peut être compliqué. Mais après, il y a on peut mettre au sein du même ordinateur, il y a moyen de mettre des fois des protections ou des séparations virtuelles pour séparer le monde du travail et le monde particulier. Donc, il y a des astuces qui existent, il y a des paramétrages que l'on peut apporter avec des outils tout à l'heure, Pierre-Marie parlait du drive. Effectivement, ça peut en faire partie. Donc, avoir des drives différents, un drive pour la partie particulière et un drive pour la partie professionnelle. Mais que les choses ne se Il faut prendre rendez-vous avec Access. Oui, je pense. Est-ce qu'il y a des questions, j'allais dire, dans la salle ou Adrien, est-ce que tu veux rebondir sur l'exposé qui a été vraiment très pertinent, très intéressant de la part de Philippe? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Nous, lorsqu'on discute avec des partenaires, on va dire 7 à 8 partenaires sur 10 n'ont pas conscience de ça. Parce qu'en fait, on a des outils, mais on ne maîtrise pas les outils. C'est-à-dire qu'on subit l'outil. Et même les réseaux sociaux, quand je vois des partenaires qui ont mis leur mot de passe sur un post-it, etc., on voit des choses, mais qui sont très dangereuses. Mais lorsque ça tombe, c'est un drame. C'est-à-dire qu'ils ont passé des heures. Et comme tu disais tout à l'heure, Philippe, ce n'est pas les 15 ou 30 euros par mois, même les 100 euros par mois. C'est-à-dire, mais le temps que tu as passé à récupérer tes données, le fric que tu as perdu, le danger, il est juste dramatique. Donc, nous, en fait, on a un devoir de conseil. C'est pour ça qu'on fait ces webinaires avec nos partenaires et des experts. Pour derrière aussi, dans notre rôle de réseau d'entreprise, c'est de proposer du contenu à nos partenaires. Ce n'est pas que de proposer du business, c'est de proposer aussi du contenu qui puisse vraiment les aider parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas au courant. Ils disaient, je ne savais pas que ça existait. Ah, tiens, je pensais que c'était beaucoup plus cher ou je ne savais pas vers qui me retourner. Donc, c'est un vrai plus. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui que les partenaires se sécurisent. Même sur des collaborateurs, tu changes de collaborateur. Moi, j'ai encore des collaborateurs qui disent, tiens, j'ai accès à ma société, j'ai encore accès à tout le CRM. Waouh! C'est-à-dire que derrière, il n'est plus là, il n'a pas touché un concurrent, mais il a toujours accès au CRM. Et tu te dis, alors, et comment tu veux que l'entreprise le sache? Il y en a plein parce qu'ils ne sont pas équipés, qu'ils passent des heures, il ne comprend pas qu'il fait des devis, que des fois, il n'arrive pas à signer, parce que c'est dramatique. Il y a des choses qui sont vraiment dramatiques. Mais parce qu'ils ne sont pas conseillés, et des fois, tu as une société, tu ne peux pas embaucher quelqu'un d'expert en sécurité. Il y a quelques années, le seul virus, c'était du liquide sur le clavier. On ne pensait qu'à ça. C'était la seule protection qu'il fallait avoir, c'était ça. Mais c'est vrai que ça a évolué. Toi, tout à fait, oui. 30 ans que dans l'IT. Ouais. La croissance, elle est extraordinaire quand même. Elle est extraordinaire, elle est constante, permanente. Et plus on rajoute d'équipements, plus on rajoute de matériel informatique, plus on rajoute de technologie, plus on rajoute des couches d'insécurité qui vont avec, malheureusement. Donc, il faut effectivement toujours avoir ça à l'esprit et de se dire chaque équipement qui rentre, ça peut être potentiellement un bel outil, mais ça peut être aussi potentiellement un risque énorme. J'espère qu'on est bien anxiogène, quand vous aurez bien la trouille tous en sortant. Voilà. Autre chose à ajouter ou pas, messieurs? Est-ce que le chrono tourne? On a attaqué déjà la prolongation. Soit c'est tir au but, soit c'est on arrête. Une question, Pierre-Marie, quand même, peut-être pour conclure avec Philippe. Pierre-Marie, une question à Philippe. Je le coupe à chaque fois. Pour les retours, non, j'ai pas vraiment de. Ça, c'est la mise à l'aise. Non, tu sais que comme tu es président, tu fais l'intro et la conclusion. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. C'était très complet. On va prendre rendez-vous, je vais te former à ça aussi, pour avoir une belle conclusion en tête. C'était très complet, donc je remercie Philippe déjà parce que c'était on a eu un balayage vraiment complet des choses et ça permet effectivement de prendre conscience de problématiques où moi le premier, je l'ai dit tout à l'heure, moi on peut me former, le problème après c'est le fonctionnement qu'il faut changer à un moment donné. Donc et le fonctionnement souvent il passe par la prise de conscience et malheureusement souvent il passe par la prise de conscience quand c'est trop tard, c'est-à-dire que c'est après coup qu'on se dit mince si j'avais su et du coup on va faire ça mais c'est souvent trop tard, donc là c'est bien parce que la prise de conscience on peut l'avoir avant, donc ça c'est une très bonne chose et puis j'espère qu'Access va apporter au réseau de partenaires des Phoenix et au réseau de partenaires d'Adjan effectivement par son expertise et que les PME qui nous entourent et qui ne sont pas encore protégés ou voilà, vont aller dans ce sens-là. Mais je n'ai pas vraiment de questions, encore une fois. C'était complet, je pense, et ça valait bien les problématiques qu'on ne connaît pas. Christophe disait tout à l'heure,
Adrien adore data, par exemple. Voilà, c'est des choses, c'est son truc. Il est bien conscient de tout ça. Mais et souvent dans les clubs sportifs, en plus, les présidents de club sont des gens qui sont un peu plus âgés et du coup sont moins là-dedans, ça c'est clair. Philippe, notre maître conférencier, le DG d'Access, un mot de conclusion par rapport à cette présentation générale. Tu as levé le voile quand même sur pas mal de zones d'ombre dont on n'avait pas forcément conscience. C'était le but, hein, c'était de ne pas forcément faire peur à tout le monde, mais de mettre juste en exergue et en visu les risques à aujourd'hui existants dans les entreprises. Donc on n'est pas dans la science-fiction, on est dans l'actualité et il faut en avoir juste conscience et savoir mettre les protections qu'il faut là où il faut. Après, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc, s'il faut faire de l'audit dans les entreprises, on est là pour ça, faire un diagnostic sécurité. Voilà. Puis après, on accompagne et on va conseiller et évidemment équiper s'il faut équiper. Oui, là, on n'est plus le simple partenaire. Enfin, c'est en tous les cas l'idée qu'on se fait du partenariat avec Adjan. On n'est pas que le partenaire du Club des Phénix. Après, c'est aussi d'augmenter son réseau. À mot de conclusion, monsieur Adrien. C'est le but du réseau de partenaires, hein, c'est que les partenaires puissent aussi se faire travailler ensemble et puissent au-delà des bons moments qu'on passe autour de la patinoire et autour du club, effectivement, en tout cas la philosophie est d'Adjan et des Phénix. Donc, je suis très heureux quand même, avant le mot de la fin d'Adrien, je suis très heureux d'avoir pu participer à ce webinaire. Parce qu'effectivement, c'est aussi dans le sens de ce qu'on souhaite faire dans le club et avec Adjan pour mettre en avant nos différents partenaires entre eux. Mister Janel. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire c'est d'apporter trois choses: du contenu, de l'émotion et du réseau dans la famille business. Si tu emploies le mot émotion, tu peux sourire. Hein, tu vois, je peux pas sourire parce que l'émotion, on a du mal à en faire en ce moment. On n'a pas accès au sport, mais les Phénix, c'est générateur d'émotion quand tu vois ce qu'il y a à la patinoire et quand tu es avec des partenaires dans la zone VIP et que tu vis de l'émotion. C'est plus facile de faire du business quand tu fais des soirées à Top Chef, etc. Il y a de l'émotion, tu fais du business. Et vraiment, j'espère aussi qu'Access, n'hésitez pas à promouvoir aussi autour de vos partenaires pour les inviter à rejoindre les Phénix, parce que c'est une grande famille et c'est une famille qui ne fait que grandir. Et c'est une famille qui prend soin de ses partenaires. Donc ça, c'est important. Et pour conclure dessus, lorsqu'on est venu travailler avec les Phénix, on a exactement la même philosophie, donc on ne peut que réussir. Et cette année, Philippe, j'espère que tu vas pouvoir nous recommander au moins 3 à 5 partenaires. C'est l'objectif, c'est le challenge. Je te donne mon numéro. Non, mais pareil, et Pierre-Marie, de recommander, par exemple, sur des partenaires qu'on sent qu'il y a des besoins, où je vois Maléane, où je vois Mehdi, etc. N'hésitez pas à recommander autour de vous. Donc, Mehdi, on s'est rencontré au Carbao. Et voilà, il y a plusieurs choses à faire. On va continuer cette mise en relation et ça, c'est très important. Alors, Carbao, ce n'est pas le nom d'un club. Enfin, ce n'est pas un club, c'est pas un bar lounge. Hein, c'est plus sérieux. Et puis, Pierre-Marie, tu as quand même manqué un grand moment de la saison des Phénix, non pas l'accession en deuxième division, mais le Top Chef à cuisiner là, Cormontreuil. Oui. Tu étais bloqué en Suisse parce que tu t'achetais des chocolats, mais je peux te dire que Mathis Consigny, lui, il était en forme. Hein, mais ce n'était pas le seul. Mais ça a été une belle soirée avec des partenaires vivants. Baptiste, il animera le meilleur pâtissier. Donc voilà, ce sera l'occasion de revoir Baptiste en forme sur une soirée organisée par Adjan. Ouais, mais là, il sera attendu parce qu'il va travailler un petit peu plus qu'être consommateur. Toi, tu pourras faire les deux. Merci beaucoup. Cette soirée partenaire, prochainement, on va en faire une avant l'été quand même. Hein, parce qu'on va fêter quand même cette montée en D2. Donc, on est en train de voir avec la bouquine. On devait l'organiser déjà il y a quelques mois. Elle était annoncée. Oui, Mathieu, notre brasseur local. Là. Exactement. Et du coup, ça va se dérouler là-bas. On doit finaliser la date, voir un peu comment on peut faire ça. Il faut aussi que les gens aient confiance et puissent venir détendus et pas stressés avec des masques sur le nez parce que ce ne sera pas drôle. Mais surtout pour boire un coup. Mais du coup, on va quand même si la saison aujourd'hui s'est arrêtée brutalement et qu'il y a eu de l'absence malheureusement de convivialité par rapport à ça, on va quand même réussir à organiser quelque chose avant début mi-juillet pour fêter ça et puis se revoir une fois tous avant la fin de saison, avant de redémarrer une saison que j'espère plus normale. Et ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Merci à Maléane qui nous a aidé à préparer ce webinaire, mais pas de masque effectivement chez Mathieu de la Bouquine parce que la bière à la paille, ça tord. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt, merci. Merci, au revoir.